Bonjour les juristes. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire la traduction d'une courte vidéo où il s'agit de Madame Elisabeth Hoyer qui parle devant une commission du Sénat aux États-Unis. Et elle va expliquer qu'elle a été licenciée, fired, elle a été licenciée. Et donc moi, je vais traduire ce qu'elle dit. Et bien sûr, ce sera prétexte à utiliser le vocabulaire juridique, parce que je vous rappelle que déjà 40% de l'anglais, voire plus, vient du français, mais dans le vocabulaire juridique, c'est encore beaucoup plus. On estime presque à 90% le vocabulaire juridique anglais qui vient du français. Donc, c'est encore souvent peut-être plus facile, mais les mots ont aussi voyagé. Mais en général, quand j'utilise le vocabulaire juridique ou que je l'écris, les anglophones comprennent de quoi il s'agit, même s'ils n'utilisent pas toujours le même mot. Par exemple, le mot infraction, une infraction. Hein, pour nous, il y a plusieurs infractions possibles, plusieurs catégories d'infractions. En général, les juristes comprennent le mot infraction, même s'ils n'utilisent pas forcément le mot infraction euh, au quotidien dans leur travail. Alors, on va écouter notre amie Lise Elisabeth Hoyer. 2 days after Mr. Blanche was confirmed as Deputy Attorney General, he fired me from my position as the department's career pardon attorney. Alors, elle explique que 2 jours après la confirmation de Monsieur Blanche en tant que procureur général adjoint, elle a été licenciée de son poste où elle était chargée des grâces. Hein, pardon, le pardon, c'est pas le vocabulaire juridique qu'on utilise. On va dire la grâce. Donc, elle était au bureau des grâces. Elle a été licenciée du bureau des grâces. Alors, ils utilisent le terme aussi d'avocat, eux. Euh, Nous, on n'utilise pas le terme d'avocat. On va parler du ministère public, être procureur de la République ou être fonctionnaire. Il y a un cas où effectivement on utilise le terme avocat, mais jamais seul, l'avocat général devant la cour d'assises. Effectivement, c'est le représentant du ministère public devant une cour d'assises. Et là, on utilise ce terme où il s'agit bien de quelqu'un qui représente le ministère public, les intérêts de la société. Mais sinon, en général, on distingue bien procureur de la République, ministère public et les avocats qui sont là pour défendre un client, que ce soit un avocat de la partie civile ou un avocat qui est accusé ou prévenu. Les termes sont différents. Bon, bref, Elisabeth Hoyer, elle a été licenciée, fired. Elle a été licenciée de son poste de l'administration des grâces. On appelle ça la grâce, les grâces. Alors, j'ai vu aussi, par exemple, en Australie, ils appellent ça mercy. Donc, merci, bah, ça vient aussi de merci, où on remerciait pour quelque chose en échange. Mais nous, on utilise le terme de grâce. Hein. Aux États-Unis, ils utilisent le terme de pardon. Voilà. Et nous, c'est le terme de grâce. C'est l'article 17 de notre Constitution, hein, du 4 octobre 1958, qui donne au président de la République le droit de gracier. En l'espèce,
Macron, il l'a gracié qu'une fois, à ma connaissance, en 2018. Il a gracié Marie-Claire, une femme qui avait tué un de ses clients. Elle était prostituée et elle a été graciée pour des raisons humanitaires. C'est a priori la seule personne graciée par Macron, à ma connaissance. J'ai pas regardé s'il y en avait eu d'autres, mais je ne pense pas. Et puis, alors que le président reçoit peut-être environ 1000 demandes de grâce chaque année, je pense, environ. Alors que si vous comparez avec le mandat de Trump, alors lui, il a énormément gracié, hein. Donc d'un côté, on a Macron qui a gracié peut-être qu'une seule fois, et de l'autre côté, vous avez beaucoup de grâces demandées, donc pardon, des grâces aux États-Unis. Et elle parle de ça. Liz Hoyer, Elisabeth Hoyer. On continue. I declined to rubber stamp a political favor for a friend of the president, and it cost me my job. Alors, elle dit qu'elle a refusé, elle a décliné, declined, elle a refusé, elle a refusé et ça lui a coûté son travail. It cost me my job, ça m'a coûté mon travail. On utilise aussi cette expression en français. Alors, je reviens. Alors, I declined the rubber stamp. Alors, j'ai regardé parce que je connais stamp, mais je ne savais pas exactement de quoi il s'agissait. Donc, rubber stamp, ça veut dire, c'est une expression, ça peut être au sens littéral le tampon, un tampon sur les documents. Vous savez, avant, on mettait tout le temps des tampons sur les documents. Mais ça peut être aussi une expression pour dire on accepte sans examiner, sans regarder, on accepte automatiquement. Vous savez, comme un peu le cliché du fonctionnaire qui met des tampons comme ça, hop, hop, sans même regarder. Il a l'impression qu'il est une machine à tamponner. Donc ça vient de là l'expression. Donc elle a refusé de valider, d'avaliser cette demande de grâce sans regarder, sans examiner, alors qu'on lui demandait. C'est ce qu'elle explique. Alors, je reviens, parce que c'est vrai que l'expression est un peu... Just to rubber stamp a political favor for a friend of the president. Donc, elle a refusé d'avaliser une demande comme ça automatiquement, qui était une faveur d'une relation du président. Et parce qu'elle a fait ça, ça lui a coûté son travail. Elle a été licenciée. On continue. And it cost me my job. Mr. Blanche's office had asked me to recommend restoring the gun ownership rights of a convicted domestic abuser. Alors, donc là, elle dit the staff, l'équipe de Blanche ou l'administration de Blanche ou le personnel de Blanche m'a demandé de restaurer, de rétablir, hein, restore, elle utilise le verbe restore, on peut utiliser restaurer, mais en droit, on dirait peut-être plus rétablir, de lui rétablir son droit de posséder une arme à feu. Hein, puisque ownership, il y a la notion de possession, je crois qu'elle dit ownership. Donc, gun ownership, donc le droit de posséder une arme à feu. Donc, cette personne qui a été condamnée pour violence conjugale, on lui a demandé de lui rendre son droit de posséder une arme à feu. Alors, je reviens pour qu'on comprenne bien. Gun ownership, on voit bien. Donc ça, ouais, il m'a demandé de Blanche Office, le bureau de Monsieur Blanche. Mr. Blanche's office had asked me to recommend restoring the gun ownership rights of a convicted domestic abuser.
Voilà, donc là, elle dit domestic abuser. Moi, je n'aime pas ce terme d'abuseur. Ça ne me plaît pas, euh, que ce soit en anglais ou dans les autres langues. Alors, je sais que c'est l'usage en anglais, et là, ça se propage beaucoup aussi en français, mais c'est très, très gênant pour moi. Euh, Parce que bon, déjà, ça ne figure pas dans le code pénal, hein. On ne parle pas d'abuseur domestique, pas du tout. Heureusement que ce n'est pas le cas dans le droit pénal français. Parce que abuser, même dans le sens commun, c'est on abuse de quelque chose qu'on a, hein. Donc, par exemple, j'ai le pouvoir, je peux abuser d'un pouvoir si je l'ai. Je ne peux pas abuser de quelque chose que je n'ai pas. Alors, je n'aime pas trop ce terme, mais je sais qu'il est utilisé. Et parce que quelque part, ça veut dire que ma femme ou ma copine, c'est à moi. Et je peux user de ce droit, comme si je pouvais user de ce droit et en abuser. Donc, je n'aime pas du tout ce terme parce que inconsciemment, abus de pouvoir, un abus de pouvoir, eh bien, ça existe, hein. Ça existe en anglais, abuser de son pouvoir. Ça existe en espagnol. On utilise le mot un abus de pouvoir, abuser de son pouvoir. Je vais voir quand même par curiosité les traductions. Euh, alors, ça sera intéressant. Par exemple, si je demande la traduction, voilà, un abus de pouvoir, bah, en anglais, An abuse of power. un abuse of power. Si je dis ça en espagnol, Un abuso de poder. un abuso de poder, un abus de pouvoir. Voilà. Donc, ces termes existent. Donc, inconsciemment, dire ça, ça veut dire que on considère que c'est un droit qu'on a et que ce droit est acquis, on peut en abuser. Donc, moi, je n'aime pas du tout ces termes qui ne sont pas du tout utilisés dans le code pénal, je le rappelle, dans le code. Le terme abus de confiance, abus de pouvoir existe, abus d'autorité. Pourquoi? Parce que on abuse de quelque chose qu'on a, mais on ne dit pas un abuseur domestique. Non, c'est un agresseur, euh, un auteur de violence conjugale, un agresseur. Moi, ça me convient davantage. Il est condamné pour de la violence, avec une circonstance aggravante, parce que la victime est un conjoint, une conjointe, une épouse ou une ex ou une petite amie. Et c'est une circonstance aggravante. Mais bon, en anglais, ils utilisent ça, mais je vois quand même beaucoup d'associations, notamment qui luttent contre les violences sexistes et sexuelles, quand même utiliser d'autres termes. Je le vois aussi aux États-Unis, donc parce que via le langage, il y a aussi les mentalités. C'est mon point de vue qui est, voilà, tout le monde ne le partage pas, bien évidemment, mais pour moi, c'est tellement important. Et même si je sais qu'il y a plein de gens qui utilisent ces termes-là, j'en suis parfaitement consciente. C'est comme, vous savez, le terme de pédophilie, c'est horrible. Je suis complètement contre l'utilisation de ce terme parce que c'est tout le contraire d'aimer les enfants. Et pourquoi on utilise ces termes? Pour moi, c'est complètement inapproprié. Inapproprié. Je suis contre l'utilisation de ces termes. Et d'ailleurs, dans le code pénal, le terme n'est pas utilisé. Il va y avoir des psys qui utilisent ces termes, des psychiatres, le DSM, là, utilise ces termes, mais moi, je suis complètement contre ça, hein, contre l'utilisation de ces termes. Bon, il y a aussi des mouvements contre cette utilisation, mais malheureusement, elle perdure et je trouve qu'elle prospère. Fin de la parenthèse. Voilà. Alors, juste parce que je vais avoir utilisé
ces termes, je vais avoir des petites difficultés avec YouTube parce que j'ai parlé de ça. Alors que d'autres personnes peuvent parler d'horreur et n'auront pas de soucis. C'est la réalité de notre époque. On ferme la parenthèse, on continue. Alors, oui, a priori, la personne dont elle parle, parce que c'est une relation du président qui a commis des violences conjugales bah, et qui a des relations personnelles. A priori, elle parle de Mel Gibson, de l'acteur Mel Gibson. À confirmer, mais je pense que c'est ça. On continue. I raised concerns about public safety, but Mr. Blanche's staff pressured me to go along anyway. Alors, I raised concern. Donc, elle a soulevé, ça c'est aussi soulever, soulever une argumentation, soulever un point. Là, elle a soulevé ses préoccupations, hein, my concern, ça peut être mes préoccupations, ça peut être mes inquiétudes. Donc là, elle a soulevé ses préoccupations, ses inquiétudes à ce propos. Et j'ai déjà oublié, donc je reviens en arrière parce que j'ai oublié ce qu'elle avait dit. Voilà. J'ai donc I raised concerns, donc j'ai soulevé mes préoccupations sur la sécurité publique, hein, bien évidemment. Il s'agit d'un problème de sécurité publique et de protection des personnes. Safety, but Mr. Blanche's staff pressured me to go along anyway. Mais, I did not. mais l'équipe Domestic violence is mais l'équipe de Monsieur Blanche, l'équipe, le personnel de Monsieur Blanche m'a fait pression pour, pour laisser tomber, hein, en quelque sorte. On pourrait dire ça, pour laisser tomber, pour que je lâche l'affaire, ou que j'y aille quand même, dans le sens, parce qu'elle dit anyway, que j'y aille quand même et que je valide quand même cette demande de rétablissement du droit de posséder une arme à feu, que je valide et que je ferme les yeux. Allez, tu mets ton tampon, tu valides, tu fermes les yeux. C'est ça que ça veut dire. Alors, je remets un petit peu en arrière. Alors, qu'est-ce qu'elle disait? Voilà, anyway, OK, pressured me to go long. Allez, on redit, OK. pressured me to go along anyway. I did not. Donc, Domestic violence je ne l'ai pas fait. La violence domestique. Ah, la violence domestique, la violence, nous on dirait plutôt la violence conjugale ou la violence au sein du couple. is the leading type of homicide among women. Oui, la violence conjugale, c'est, alors elle parle de lead, donc la principale ou la première cause d'homicide parmi les femmes. Et oui, ça me rappelle la petite phrase d'une autrice, mais j'ai oublié son nom, mais elle disait, les hommes ont peur qu'on se moque d'eux, les hommes ont peur que les femmes se moquent d'eux, mais les femmes, elles ont peur qu'on les agresse, qu'on les viole et qu'on les tue. C'est pas la même peur, mais c'est ça, hein, c'est un peu ça. Donc elle dit que la première cause d'homicide, elle parle aux États-Unis, mais je pense que c'est la même chose partout. La première cause d'homicide parmi les femmes, c'est des hommes qui tuent les femmes. Donc le premier danger de mort pour une femme, ce sont les hommes. Ce qui n'est pas du tout la même chose.
si on inverse les sexes, c'est pas réciproque. Voilà, donc ça, elle rappelle une réalité statistique que le premier danger pour les femmes, ce sont les hommes. When a domestic abuser is armed, his victim is 5 times more likely to be killed. Donc, elle rappelle encore des statistiques. Elle dit, quand la personne violente, l'auteur de violence conjugale, le criminel ou l'agresseur est armé, hein, armed, il est armé, eh bien, la victime, la personne, a 5 fois plus de risque, j'allais dire de chance, de risque d'être tuée. 5 fois plus de risque d'être tuée. Hein. Clairement, elle rappelle des statistiques. But because this particular domestic abuser had a personal relationship with the president, Oui, mais parce que cet homme violent, cet agresseur qui a commis des violences conjugales, qui a été condamné à des violences, pour violences conjugales, a des relations particulières avec le président, Mr. Blanche's staff asked me to set aside my concerns. When I wouldn't, ah, alors l'équipe de Monsieur Blanche lui a demandé à Elisabeth Hoyer le terme « set aside my concerns ». Mettez de côté vos préoccupations, mettez de côté vos inquiétudes. Oh, mais Liz, don't worry, ne t'inquiète pas. Arrête, pars en vacances, pense à autre chose. Les statistiques, tu t'en fiches. Tu t'en fiches. You don't care. Tu t'en fiches des statistiques. Je caricature, elle dit pas exactement ça, mais c'est ce que ça sous-entend. Elle est en train de dire, même si on sait que cette personne aura 5 fois plus de risque de mourir, d'être tuée, on est en train de lui dire, mais on s'en fout des femmes, on s'en fout des victimes. C'est pas important. Ce qui est important, c'est mon amitié, c'est mon copain. C'est ça qui est important. Il est sympa, il est connu. Ça, c'est important. Alors, et on va pas du tout stigmatiser particulièrement les États-Unis. Ça existe dans tous les pays, hein. D'une manière plus ou moins visible. Mais on lui dit, allez, Elisabeth, pense à autre chose. Bon, elle a perdu son travail, hein. Elle a perdu son travail. Parce qu'Elisabeth Hoyer, elle n'a pas voulu penser à autre chose. Elle n'a pas voulu avaliser les yeux fermés une demande de grâce d'un homme qui a été violent avec sa partenaire ou son ex-partenaire. Je n'ai pas été vérifiée de qui il s'agissait exactement. Mais non, elle n'a pas voulu avaliser ça. Mr. Blanche fired me within hours. Et Monsieur Blanche, il m'a licencié, fired, il m'a licencié dans les heures qui suivent. Within hours, on pourrait dire dans les heures qui suivent, dans quelques heures plus tard. On pourrait traduire ça aussi, quelques heures plus tard, dans les heures qui suivent. Bah oui, elle a pas dit oui comme ça, les yeux fermés. Oh, ça me plaît pas. Tu es licencié, tu es viré, you're fired. Au secours. He then took extraordinary measures to silence me. He sent Alors, il a pris des mesures, hein, il a pris des mesures extraordinaires pour que je me taise. Hein, tais-toi, shut up. Des choses, et il a pris des mesures extraordinaires pour que je me taise. On pourrait dire aussi pour me silencier, même si c'est un verbe qu'on utilise plus pour les gens invisibilisés, toutes les minorités, mais on peut aussi le dire pour me silencier, pour me faire taire. Tais-toi.
tu n'as rien vu, fais comme les 3 singes. Tu n'as rien entendu, tu n'as rien vu et tu ne dis rien. D'accord? Tu fais ça? Mais bon, elle n'a pas voulu. Alors, ils l'ont un peu menacée, hein, threat, une menace. Ils l'ont menacée. Ils ont pris des mesures extraordinaires pour la faire taire. US Marshals to my home and Alors, ils ont envoyé les Marshals, les US Marshals chez elle, à son domicile. Les US Marshals, c'est ce qu'on pourrait appeler des agents de police fédéraux. Hein, c'est au niveau fédéral, un agent de police fédéral, des agents de police fédéraux. Donc, l'équipe de Blanche a fait envoyer des agents de police à son domicile. À son domicile, OK? marshals to my home in an effort to prevent me from speaking with members of Congress. Et, m'a prévenu et m'a dit qu'il ne faut pas aller parler aux membres du Congrès. Non, non, non. Tais-toi, shut up, ne dis rien, ferme les yeux. Voilà, donc elle a beaucoup de courage, cette femme. Beaucoup, beaucoup de courage. Malheureusement, on ne voit pas beaucoup de personnes comme ça, hein. Beaucoup de courage pour dire comment ça s'est passé parce qu'elle n'a rien à gagner. Déjà, elle a perdu son travail. C'est beaucoup de menaces qui sont directes et indirectes qu'elle reçoit. C'est terrible. Elle a vraiment rien à gagner, cette femme. Vraiment, vraiment. C'est une situation extrêmement difficile. Voilà, tous ces gens l'écoutent, mais à ma connaissance, elle n'a pas récupéré son poste. Donc, elle a perdu énormément, énormément. 2 days after Mr. Blanche was confirmed as deputy. Voilà, donc là, j'ai remis au début. Et puis, là, le petit titre qui est mis, From a DOJ, DOJ, c'est donc l'ancien avocat du département de la justice, en fait, hein, c'est l'équivalent du département de la justice, dit on lui a demandé de fermer les yeux à une faveur pour Trump. C'est ça un peu la traduction de l'équivalent en français. Oui, donc moi je suis très admirative de cette femme. Voilà, on voit pas beaucoup d'hommes faire ce qu'elle fait. On voit pas beaucoup d'avocats faire ce qu'elle fait. Malheureusement, sa vie est beaucoup plus difficile. Ça aurait été tellement plus facile pour elle de fermer les yeux, de dire OK, bon, c'est pas moi, je décide pas. Elle ne l'a pas fait. Donc moi, je la suis aussi parce qu'elle dénonce aussi toutes les grâces qui ont été obtenues, mais des grâces scandaleuses. Et vous savez, souvent en Europe, on a une tendance à dire que tout ce qui va être pourri aux États-Unis va arriver en Europe dans les 30 ans. Bon, après, bien sûr, il y a aussi des très belles choses hein, des États-Unis et moi, j'aime beaucoup aussi ce pays pour ça. Mais on dit que tout ce qui est pourri aux États-Unis va arriver aussi en Europe. Avant, on disait dans les 30 ans. Maintenant, ça arrive beaucoup plus tôt. Alors, on en a eu un peu conscience avec l'avortement, hein, où on a inscrit cela dans notre constitution, hein, le droit à l'avortement, parce qu'on a vu la régression du droit des femmes aux États-Unis, incroyable. Euh, c'est hallucinant. Donc, on a eu un petit peu peur et on l'a mis dans notre constitution. Mais on pourrait imaginer que ça pourrait arriver aussi pour le droit de grâce. Qu'est-ce qui interdit
un président français de gracier des auteurs de violences conjugales, des trafiquants de drogue, des violeurs. En théorie, c'est possible. Et on pensait que c'était impossible, et un jour quelqu'un l'a fait. C'est ce qu'a fait Trump, hein. Il a gracié des trafiquants de drogue, il a gracié des escrocs, il a gracié beaucoup de personnes. Je vous invite à aller peut-être sur les comptes d'Elisabeth Hoyer. Elle explique tous les cas de grâce qui ont eu lieu et qui sont globalement scandaleux. Donc, je pense que aussi, en France, en Europe, on doit regarder ça et faire un peu la même chose que ce qu'on a fait avec l'avortement, encadrer ce droit, parce que ça peut arriver. Tout ce qu'on voit, c'est un peu comme, vous savez, la vieillesse. Tout ce qu'on voit chez les autres, un jour, ça arrive chez nous. Voilà, les rides qu'on voyait chez les autres arrivent chez nous. Les cheveux blancs qu'on voyait chez les autres arrivent chez nous. Eh bien, les trucs pourris comme ça, ils vont aussi arriver chez nous. Et je pense que c'est important d'en avoir conscience. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que tout va bien chez nous. Non, dans tous les pays, c'est horrible pour les femmes, dans tous les pays. Mais quand après on permet ce genre de choses, c'est encore un signal de allez-y, continuez, vous serez dans l'impunité, pas de problème, vous pourrez être gracié. C'est encore un autre message, je pense. Il ne s'agit pas là de donner des leçons à qui que ce soit, mais c'est juste partager mes inquiétudes, mes préoccupations, comme Elisabeth Hoyer, my concerns, mes préoccupations, mes inquiétudes à ce sujet. Voilà, puis j'espère que je ne suis pas la seule à y penser. Je suis sûre que je ne suis pas la seule à y penser, mais je ne vois pas beaucoup quand même de personnes parler de ces sujets, malheureusement. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Je ferai peut-être d'autres vignettes de ce type où je traduirai en français juridique ce qui est dit, et ça permet aussi de réfléchir à des questions juridiques. Je vous dis à bientôt, plein de bonnes choses à faire, à suivre.